Chunk 1. Alors, il dit, « Tu rentres dîner? » Alors il dit, « Je t'écrirai une lettre. » Alors j'ai dit, « Tu rentres après? » Alors il dit, « Je mettrai une annonce dans la petite colonne du New York Times et je te le ferai savoir. » Un clip de film oublié a récemment refait surface en 2024. Il montre Judy Holliday lors de sa dernière séance d'enregistrement. Elle a l'air frêle, mais sa voix est toujours parfaite. Ce qui rend ce clip dévastateur, ce n'est pas ce que vous voyez. C'est ce que vous savez maintenant qu'il se passait en coulisses. Judy cachait un secret mortel qui la tuerait en quelques mois seulement. Elle faisait semblant d'être en bonne santé, alors que son corps se détériorait lentement. La femme qui a fait rire des millions de personnes était en train de mourir en silence, et ce clip capture sa dernière performance. Personne ne savait que ce serait sa toute dernière. L'histoire de Judy Holliday commence comme une scène de théâtre parce qu'elle est littéralement née au milieu d'une pièce. Le 21 juin 1921, sa mère, Ellen Twim, était assise dans le public d'un théâtre lorsque les douleurs du travail l'ont frappée. Elle s'est précipitée de son siège directement à l'hôpital et a donné naissance à un bébé qui charmerait un jour Broadway et Hollywood. C'était comme si l'univers avait mis en scène son arrivée. Sa mère, professeure de piano, n'avait pas été à un concert, mais à une pièce de théâtre, ce qui ressemblait à un signe. Dès le début, Judy n'était pas une enfant ordinaire. Elle avait un QI de 172 supérieur au 160 estimé d'Einstein. Pourtant, elle passera une grande partie de sa carrière à faire semblant d'être la blonde stupide. À 4 ans, elle était déjà à l'école de ballet, où elle apprenait la discipline et la concentration, alors que les autres enfants de sa classe élémentaire lisaient Nancy Drew. Judy était plongée dans les pages de Guerre et paix de Tolstoï. Elle a terminé ses études secondaires à 16 ans, en tête de sa classe à la Julia Richmond High School, même si elle a dû rattraper l'arithmétique à l'école d'été. Elle a remporté un prix de 50 $ pour un essai sur la propreté des rues et des parcs, démontrant ainsi la conscience civique qu'elle cachait derrière ses personnages à l'écran. Quand elle avait 6 ans, son monde a changé. Ses parents, Abe et Helen, ont divorcé. Abe était profondément politique, se présentant 6 fois à la législature de l'État de New York entre 1919 et 1938 en tant que candidat socialiste. Le divorce a laissé Judy s'occuper d'une mère qui souffrait d'une grave dépression et plus tard d'une dépression nerveuse complète. Ce lourd fardeau précoce de responsabilité l'a façonnée, la rendant empathique sur scène, mais profondément insécurisée dans la vie. Son nom était une histoire en soi. Tuvim vient de l'expression hébraïque Yamim Tovim, qui signifie « bonjour » ou « vacances ». Judy l'a simplement traduit en anglais en devenant Judy Holliday en 1943 lorsque son groupe, The Reviewers, a quitté New York pour Hollywood. Chunk 2. Le choix semblait presque prophétique. Elle apporterait de la joie au public, travaillant souvent pendant les vacances, même que son nom suggérait, illuminant les célébrations des gens avec des rires. Avant Hollywood, il y avait le Mercury Theatre. À 17 ans, rejetée par la Yale Drama School pour être trop jeune, elle a accepté un emploi d'opératrice téléphonique là-bas. En apparence, elle ne faisait que répondre au téléphone, mais en réalité, elle étudiait le génie de près, observant Orson Welles et John Houseman réinventer le théâtre et le théâtre radiophonique. Elle était dans le bâtiment lorsque des œuvres révolutionnaires comme l'émission La Guerre des mondes ont été créées. Sans s'en rendre compte, elle apprenait à réinventer des histoires familières, une compétence qui rendrait plus tard ses rôles de blonde stupide inoubliables. Sa grande chance sembla arriver en 1938 lorsqu'elle rejoignit The Reviewers, une troupe de comédie satirique acérée avec Betty Comden et Adolph Green, et parfois Leonard Bernstein au piano. Ils se moquaient de la culture intellectuelle, soutenaient le public de la classe ouvrière et prenaient même des risques politiques, se produisant dans des clubs multiraciaux à une époque où cela pouvait nuire à leur carrière. Judy avait très peur de jouer au début, vomissant même avant les spectacles et pleurant après, mais la troupe a rapidement grimpé dans la scène des boîtes de nuit de New York.
Du village Vanguard au Spivey's Roof au Blue Angel, ils ont finalement atteint le Rainbow Room au sommet du Rockefeller Center. Ce dernier arrêt fut un désastre. Trop grand, trop tape à l'œil. Mais leur public était assez fort pour leur obtenir un disque. Nightlife in New York et une réservation au Trocadéro à Hollywood. Hollywood, cependant, n'a pas été tendre. En 1944, la 20th Century Fox invita The Reviewers à apparaître dans le film Greenwich Village, leur promettant 2 scènes complètes. Mais lorsque le film sortit, leurs parties furent réduites à presque rien. Puis 20. La trahison. Fox offrit à Judy un contrat, mais pas au reste du groupe. The Reviewers se séparèrent et Judy resta en Californie avec sa mère tandis que ses amis retournèrent à New York. Ses premiers 100 rôles au cinéma chez Fox furent humiliants. Dans Something for the Boys, elle joua une soudeuse d'usine de défense avec une seule ligne. Dans Winged Victory, elle joua une femme de militaire, mais détesta la façon dont ils la vieillirent pour la faire ressembler à la mère de son mari. Ces rôles ne firent pas que gaspiller son talent. Ils le brisèrent presque. Elle se battit pour sortir de son contrat, convaincue qu'Hollywood n'avait pas de place pour elle. Lorsqu'elle revint à New York, elle se sentit comme un échec. Elle avait un nouveau nom, Judy Holliday, mais plus aucune confiance. Ses amis Comden et Green trouvèrent bientôt le succès à Broadway alors qu'elle se sentait coincée. Elle ne savait pas que dans moins de 2 ans, elle décrocherait le rôle de Billy Dawn dans Born Yesterday, une performance qui lui vaudrait un Academy Award. Chunk 3. En mars 1945, une jeune femme monta sur la scène du Belasco Theatre. Elle s'appelait Judy Holliday. Elle avait 23 ans. Presque personne dans le public n'avait entendu parler d'elle. 1 an plus tôt, elle avait filmé un petit rôle dans Greenwich Village, mais la plupart de ses scènes avaient été coupées. Hollywood avait déjà décidé qu'elle était oubliable. Mais ce soir-là, à Broadway, quelque chose a changé. Elle a joué Alice dans Kiss Them For Me. Un petit rôle, un rôle dont personne ne s'attendait à se souvenir. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, elle a volé la vedette. Sa présence attirait le regard même lorsqu'elle était silencieuse. Les critiques l'ont remarqué, tout comme le comité du prix Clarence Derwent. Lorsqu'ils annoncèrent son nom comme gagnante du prix du nouveau talent le plus prometteur, cela stupéfia Broadway. Jamais auparavant, une personne aussi inconnue n'avait remporté le prix. Du jour au lendemain, cette ancienne artiste de cabaret du Queens est devenue celle dont tout le monde parlait. 1 an plus tard, le monde du théâtre retenait son souffle devant une nouvelle comédie intitulée Born Yesterday. Garson Kanan l'avait écrit pour Jean Arthur, la star bien-aimée de Mr. Smith Goes to Washington. Elle avait 45 ans, était célèbre et au sommet de sa carrière. Mais quelques jours seulement avant la première à Philadelphie, Arthur se retira soudainement. La raison officielle était la nervosité, bien que certains chuchotaient à propos de sa peur paralysante de la scène. D'autres affirmaient qu'elle ne pouvait tout simplement pas jouer quelqu'un comme Billy Dawn, la blonde effrontée et sans éducation au cœur de l'histoire. Quelle que soit la vérité, la production était en crise. Conan devait faire un choix. Il a choisi Judy Holliday. Elle avait 24 ans. Elle n'avait jamais été la vedette d'un spectacle. Sa seule prestation à Broadway avait duré 111 représentations. Les producteurs pensaient que la décision était folle. Chunk 4. Les investisseurs ont menacé de retirer leur argent. Mais Conan a vu ce que les autres n'ont pas vu. L'esprit de Holliday était vif. Son innocence semblait réelle. Elle pouvait jouer à la stupide sans être stupide, et elle pouvait se faire aimer du public pour cela. Il refusa de reculer. Lorsque le rideau s'est levé, le 4 février 1946 au Lyceum Theatre, le public a vu exactement ce que Kanan avait vu. Holliday était parfaite. Les rires venaient naturellement. La transformation de Billy Dawn, de simple d'esprit à confiante, semblait vivante chaque soir. Le spectacle a duré 642 représentations. Holliday a joué Billy dans 200 d'entre elles. 8 spectacles par semaine pendant plus de 3 ans. À la fin, elle ne faisait pas que jouer le rôle.
elle l'était devenue. Le 24 mai 1949 était sa dernière soirée en tant que Billy Dawn. Lorsque le rideau est tombé, le public a pleuré. Holiday a souri, mais à l'intérieur, elle était terrifiée. Elle quittait un emploi stable pour un rôle dans Adam's Rib avec Spencer Tracy et Katharine Hepburn. Il n'y avait aucune promesse de ce qui allait suivre. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que Tracy Hepburn, Garson Kanin et Ruth Gordon avaient déjà un plan. Harry Cohn, le puissant chef de Columbia Pictures, avait acheté les droits du film Born Yesterday pour 750 000 $, une somme énorme à l'époque. Mais il refusa de considérer Holiday pour le rôle principal. Il l'a appelée cette grosse juive. Il voulait quelqu'un de glamour. Rita Hayworth, peut-être Lucille Ball. Il affirmait que Holiday manquait de sex appeal. En vérité, il ne comprenait pas son talent et il ne voulait pas le faire. C'est alors que Hepburn a fait son geste. Elle a suggéré Holiday pour le rôle de soutien de Doris Attinger dans Adam's Rib. Le rôle a été réécrit pour la mettre en valeur. Young Five. Hepburn a même incliné les scènes pour que Holiday ait les meilleurs angles. Elle a divulgué des histoires à la presse sur cette actrice inconnue qui volait des scènes à deux légendes hollywoodiennes. Au moment où le tournage s'est terminé, le buzz était impossible à ignorer. Holiday a été finaliste pour le prix des critiques de cinéma de New York avant même que le film ne sorte. Cohn céda. Le même homme qui l'avait rejeté annonçait maintenant qu'elle jouerait dans la version cinématographique de Born Yesterday. Lorsque le film est sorti, elle a remporté à la fois le Golden Globe et l'Academy Award de la meilleure actrice, battant Bette Davis et Gloria Swanson. La fille qui avait failli être effacée d'un film se tenait maintenant au sommet d'Hollywood. Mais quelques mois plus tard, le 26 mars 1952, son monde a changé. Elle a été appelée à témoigner devant la sous-commission sénatoriale sur la sécurité intérieure, accusée d'avoir des liens avec les communistes. Son nom était apparu dans les canaux rouges, une liste noire qui pouvait mettre fin à des carrières. Le moment était cruel. Elle venait d'apprendre qu'elle était enceinte de son premier enfant. L'interrogatoire était agressif et empreint de préjugés. Ils ont même insisté sur le juif dans son nom. Columbia Pictures a fait appel à des avocats de haut niveau et à d'anciens agents du USA et FBI pour la défendre. Son équipe juridique lui a dit de jouer Billy Dawn lors de l'audience. Agir de manière inoffensive comme si la politique la dépassait. Elle a suivi le conseil. Elle a fait semblant d'être confuse face aux questions pointues, tordant les mots pour déstabiliser le comité. Lorsqu'on lui a demandé si quelqu'un avait essayé de la poursuivre, elle a agi comme si elle avait mal entendu et a dit « Poursuivre. Je pensais que vous vouliez dire persécuter. » Cela a donné au sénateur l'air stupide. Elle n'a jamais dénoncé un seul nom. Cet acte était une tactique de survie. Les psychologues d'aujourd'hui appellent cela la réaction de biche, utilisant le charme et la vulnérabilité pour se protéger d'une menace. Holiday, une femme très intelligente et consciente politiquement, s'est rapetissée en une personnalité idiote pour continuer à travailler. Cela a sauvé sa carrière, mais l'a piégée dans l'image de la blonde stupide pour toujours. Malgré cela, elle a été mise sur la liste noire de la radio et de la télévision pendant 3 ans, de 1950 à 1953. C'était les médias qui connaissaient la croissance la plus rapide et les plus rentables à l'époque. Chunk Sus, la liste noire a durement frappé ses revenus. Pire encore, les mêmes personnes qui ont publié la liste ont également proposé, moyennant des frais élevés, de supprimer des noms de celle-ci. Columbia a payé pour obtenir de l'aide afin de redorer son image, mais elle n'a plus jamais atteint les mêmes sommets dans sa carrière. Le tribut émotionnel s'est fait sentir des années plus tard, lors d'une conversation avec son ami, le journaliste Haywood Hale Brown. Elle lui a dit « Peut-être avez-vous honte de moi parce que j'ai joué Billy Dawn. Eh bien, je vais vous dire quelque chose. Vous pensez que vous allez être courageux et noble, puis vous entrez là-dedans.
il y a les microphones et tous ces sénateurs qui vous roarent et qui vous regardent. Woody, ça vous fait peur. Mais je n'ai pas honte de moi parce que je n'ai pas dénoncé de nom. C'est tout ce que j'ai préservé. Le 5 janvier 1948, Judy Holliday a épousé David Oppenheim. Aux yeux du monde extérieur, cela ressemblait à une union parfaite. Deux esprits artistiques brillants qui s'unissent. Oppenheim était un clarinettiste talentueux du New York City Symphony, un homme destiné à diriger la division classique de Columbia Records. Ils s'étaient rencontrés au milieu des années 1940 par l'intermédiaire de Leonard Bernstein. Et voici le rebondissement. Bernstein avait lui-même envisagé d'épouser Judy. En 1943, il a même écrit à Oppenheim qu'il avait songé à épouser Holliday. Les liens étaient encore plus profonds. Les deux hommes ont consulté le même thérapeute qui a essayé de les guérir de leurs penchants homosexuels, comme on disait à l'époque. Oppenheim a lutté contre son homosexualité tout au long du mariage, et aucun d'eux ne pouvait vraiment en parler à cette époque. Ils ont emménagé dans le prestigieux immeuble Dakota, à Manhattan, où Judy a essayé de jongler entre une carrière fulgurante et le rôle d'une épouse qui le soutient. Mais pour elle, le mariage était plus qu'un amour. C'était une façon de se sentir stable et respectable dans une industrie qui la laissait souvent se sentir seule. Le 11 novembre 1952, Judy a donné naissance à Jonathan Lewis Oppenheim. Elle avait 31 ans et sa carrière était à son apogée absolu. À peine 18 mois plus tôt, en mars 1951, elle avait remporté l'Academy Award de la meilleure actrice pour Born Yesterday, battant des légendes comme Bette Davis et Gloria Swanson. Pourtant, elle a renoncé à d'importants contrats de films et à des offres de scène pour se concentrer sur son enfant. À cette époque, peu de stars féminines osaient prendre une pause aussi longue sans tout risquer. Le moment était encore plus difficile parce que c'était le plus fort des années de la liste noire de McCarthy. Chunk, 7. Judy perdait déjà du travail à la télévision et à la radio en raison de soupçons politiques. Le nom de son fils honorait son père et certains disent Leonard Bernstein. Son deuxième prénom était Lewis, proche de Louis. Jonathan a vécu tranquillement et est décédé en 2019, l'un des derniers liens directs avec l'héritage de Judy. En mars 1957, le mariage était terminé. Le divorce l'a brisé. Après 9 ans ensemble, elle s'est retrouvée émotionnellement démolie et financièrement à bout. Le moment ne pouvait pas être pire. Elle commençait tout juste à se reconstruire après que la liste noire ait presque mis fin à sa carrière. La vie à Hollywood était devenue tendue. Comme l'a dit un ami, tout tournait autour de Judy. L'horaire de Miss Holliday, les engagements de Miss Holliday. Après la séparation, sa lutte de toute une vie contre la dépression s'est intensifiée. L'argent était une préoccupation constante. Même avec un Oscar sur son étagère, elle avait du mal à subvenir aux besoins de son jeune fils et de sa mère mentalement instable, Ellen. Pour aggraver les choses, Oppenheim a épousé Ellen Adler, la fille du professeur d'art dramatique Stella Adler, quelques mois plus tard. Pour Judy, c'était le début de ses années les plus fragiles, où elle a cherché du réconfort dans le travail et plus tard dans sa romance secrète avec Jerry Mulligan. Mulligan était un saxophoniste baryton et une légende de la scène jazz cool. Leur relation a commencé à la fin des années 1950 et ne ressemblait en rien à son mariage. Il était non conventionnel, bohème, et avait ses propres problèmes, toxicomanie et problèmes juridiques. Mais il la fascinait. Il avait 15 ans de moins que la plupart des acteurs principaux d'Hollywood et parlait la même langue artistique qu'elle. Ils étaient amants et collaborateurs. Mulligan est même apparu dans de petits rôles d'acteurs, notamment dans Bells Are Ringing, le triomphe final de Judy à Broadway. L'amour était passionné mais désordonné. Avec Oppenheim, Judy avait recherché la stabilité. Avec Mulligan, elle a trouvé une honnêteté brute. Ils ont gardé la relation secrète, non seulement pour la vie privée,
mais parce que l'amour non conventionnel pouvait ruiner une carrière à cette époque. Lorsque The Marrying Kind était sorti le 20 mars 1952, les gens pensaient savoir exactement ce dans quoi ils s'embarquaient. Judy Holliday s'était fait connaître en jouant la blonde drôle et attachante qui pouvait faire rire n'importe quelle pièce. Chunk 8. C'était Colia Pictures réalisé par George Cukor avec un budget de 1,7 million de dollars. Ce serait sûrement une autre comédie légère. Ce n'était pas le cas. Écrit par Garson Kanan et Ruth Gordon, le film a été conçu pour briser son type de rôle, et il l'a fait. La performance de Holliday était profonde, brute et si pleine de douleurs silencieuses que le public la reconnaissait à peine. L'histoire, racontée par des flashbacks changeants, suivait un couple de la classe ouvrière confronté au divorce et au chagrin bouleversant de la perte d'un enfant par noyade. Le style ressemblait plus au néoréalisme italien qu'au brillant d'Hollywood, avec de vrais aperçus du New York de 1952 au lieu de décors parfaits en studio. Les gens ont quitté le théâtre stupéfaits, comme s'ils venaient de découvrir une actrice entièrement différente se cachant derrière la comédie depuis le début. 2 ans plus tard, Etos est sorti It Should Happen to You, et celui-ci était personnel. Holliday avait survécu à quelque chose que la plupart des acteurs n'ont pas vécu. Un passage devant le House Un-American Activities Committee. C'était l'ère des listes noires et des carrières qui se terminaient du jour au lendemain. Sorti le 24 février 1954 et coûtant 1,4 million de dollars, le film n'était pas qu'un divertissement. C'était la preuve qu'elle était toujours là. L'histoire suit une femme qui loue de l'espace publicitaire pour afficher son nom à travers New York, à la poursuite de la célébrité avant même que la célébrité ne sache qu'elle existe. D'une étrange manière, il a prédit la culture des célébrités d'aujourd'hui. Le film a également présenté un jeune Jack Lemmon, bien que Harry Cohn de Columbia ait failli mettre fin à sa carrière avant qu'elle ne commence en suggérant qu'il change son nom pour éviter l'ombre de Lénine. La présence de Holliday était vive et pleine de vie, un acte silencieux de défi après son témoignage devant le Congrès. Elle les avait affrontés avec dignité. Maintenant, à l'écran, elle rappelait à tout le monde qu'elle pouvait toujours captiver un public. En 1956, elle a joué dans Solid Gold Cadillac. C'était le rôle qu'elle préférait, contrairement aux personnages pétillants pour lesquels elle était. Elle était connue, celui-ci lui a permis de montrer sa véritable intelligence. Le film était tiré d'un succès de Broadway dans lequel Josephine Hall avait initialement joué, mais la version cinématographique est revenue à l'idée d'une jeune femme dans le rôle. Holliday avait 34 ans, était vive et parfaite pour cela. Presque tout le film était en noir et blanc, mais la dernière scène a éclaté en Technicolor, un truc visuel intelligent dont le public se souvenait. Son personnage, Laura Partridge, a commencé comme une actionnaire ordinaire et a terminé comme une réformatrice d'entreprise, luttant contre les puissants avec esprit et intelligence. Pour Holliday, qui avait mené ses propres batailles contre les soupçons politiques, cela lui ressemblait. Les critiques ont vu la performance comme la preuve qu'elle pouvait jouer des femmes sophistiquées sans perdre sa chaleur. Chunk 9. Et puis, elle a disparu. De 1956 à 1960, il n'y a pas eu de Judy Holliday sur le grand écran. Publiquement, l'histoire était qu'elle était occupée avec Broadway. Elle était la vedette de Bells Are Ringing, qui a débuté en novembre 1956 et a duré 924 représentations, lui valant un Tony en 1957. Mais en coulisses, les choses étaient plus difficiles. Elle n'a jamais été officiellement mise sur la liste noire, mais l'industrie l'a tenue à distance. C'était un gel discret, le genre qui ne fait pas les manchettes, mais qui met fin aux opportunités. Elle luttait également personnellement. La dépression s'était installée. Elle commençait à montrer des signes de cancer de la gorge, la maladie qui allait plus tard lui coûter la vie. À la fin de 1960, elle avait une tumeur qui nécessitait une intervention chirurgicale, découverte peu après avoir quitté les essais hors de la ville pour Lorette.
Ces 4 années, loin du cinéma, n'étaient pas qu'un seul cercle, qu'un vide. C'étaient des années perdues dans ce qui aurait dû être son apogée. Quand elle est finalement revenue au cinéma, c'était avec Bells Are Ringing en 1960. C'était son ancien rôle de Broadway ramené à la vie pour l'écran. MGM a investi environ 3 millions de dollars dans la production, avec Vincent Minnelli à la réalisation et Arthur Freed à la production. Sur le papier, c'était parfait. En réalité, c'était difficile. Holiday était plus lourde, anxieuse et portait le poids de 4 années loin du cinéma. Sa romance avec sa co-vedette Sidney Chaplin avait pris fin. Elle n'aimait pas certaines parties du scénario et a même demandé à quitter le film après la première semaine de tournage. Mais le producteur a refusé. Il y a eu des larmes, des maladies et des retards. Pourtant, l'énergie calme de Dean Martin l'a aidé à surmonter tout cela. Et son petit ami, dans la vie réelle, le musicien de jazz Jerry Mulligan, a même fait une apparition. D'une manière ou d'une autre, au milieu de tout cela, elle a donné une performance lumineuse, une performance qui se déplaçait facilement entre la comédie, la romance et la musique. Le film a rapporté plus de 4,5 millions de dollars dans le monde entier. En novembre 1956, Judy Holliday est montée sur la scène de Broadway dans Bells Are Ringing et a complètement changé la façon dont les gens la voyaient. Quelques années plus tôt, elle était connue presque entièrement comme la blonde stupide de Born Yesterday. Maintenant, elle chantait des chansons de Joel Stein, exécutait des danses de Jerome Robbins et Bob Fosse et recevait des ovations debout, soir après soir. Chunk 10. Le critique du New York Times, Brooks Atkinson, a écrit qu'elle avait ajouté une malle pleine de chansons et de danses sans perdre aucun de ses charmes de poupée. Le spectacle est rapidement devenu un succès et, avec des chansons comme Long Before I Knew You, Just in Time et The Party's Over, il l'a consolidée en tant que véritable star du théâtre musical. En 1957, elle a remporté le Tony Award de la meilleure actrice principale dans une comédie musicale, une victoire qui a prouvé qu'elle était beaucoup plus polyvalente que ce que Hollywood ne lui avait jamais accordé. Sa capacité à se surpasser n'était pas nouvelle. En 1949, elle avait fait quelque chose que la plupart des artistes n'oseraient jamais tenter. Elle a joué Billy Dawn dans Born Yesterday à Broadway 8 fois par semaine, tout en filmant Adam's Rib pendant la journée. L'horaire était brutal. Un rôle exigeait une grande projection et une énergie inépuisable pour le public en direct. L'autre avait besoin de petits gestes contrôlés pour la caméra. Elle tournait des scènes à New York pendant la journée, se précipitait au théâtre le soir et maintenait ce rythme pendant des mois. Lorsqu'elle a finalement quitté Born Yesterday, à la fin du mois de mai, elle s'est allée directement à Hollywood pour terminer le tournage. Katharine Hepburn et le réalisateur George Cukor ont été tellement impressionnés par ses compétences et son endurance qu'ils ont publiquement affirmé qu'elle avait volé la vedette. Cette période d'endurance pure a fini par changer sa carrière à jamais. C'est la raison pour laquelle Colia Pictures lui a finalement donné le rôle principal dans la version cinématographique de Born Yesterday, un rôle qui lui a valu l'Academy Award de la meilleure actrice. La plupart des gens pensaient que sa voix, grinçante et naïve, était naturelle, mais ce n'était pas le cas. Elle l'avait construite exprès. Née Judith Tuvim, de parents juifs russes, son nom vient de Yamim Tovim, l'expression hébraïque pour les vacances. Elle a grandi avec la musique. Sa mère était professeure de piano et elle a suivi une formation classique bien avant que le public ne la connaisse. À la fin des années 1930, elle a joué avec The Reviewers, une troupe de comédie qui comprenait Betty Comden, Adolph Green et Leonard Bernstein. Le travail qu'ils ont fait ensemble a façonné son timing, son oreille pour la musique et sa compréhension de la façon dont la comédie et la vulnérabilité pouvaient fonctionner ensemble. L'historien du cinéma, Bernard Dick, a souligné sa rare capacité à passer de l'humour au chagrin en un clin d'œil. George Cukor l'a vu aussi, disant qu'elle avait une façon de toucher le cœur quand on s'y attendait le moins. Son célèbre numéro de blonde stupide était soigneusement conçu.
cachant une intelligence vive sous une surface enjouée. En février 1960, elle s'est tenue sur Hollywood Boulevard, souriant en recevant son étoile sur le Walk of Fame au 600e. En apparence, c'était le moment parfait. Sa carrière était célébrée et la version cinématographique finale de Bells Are Ringing venait de sortir. Mais en coulisses, les choses changeaient. Quelques mois plus tard, en octobre, elle a quitté les essais hors de la ville pour une pièce intitulée « Lorette en raison de sa maladie ». Les journaux ont dit que ce n'était que des problèmes de gorge. Chunk 11. En vérité, les médecins avaient trouvé quelque chose de bien pire, un cancer du sein. À l'époque, les gens n'en parlaient pas ouvertement. Elle a subi une intervention chirurgicale en 1961, perdant son sein gauche. Mais en dehors de son cercle le plus proche, personne ne le savait. Même à la presse, on a dit qu'elle avait une maladie bronchique. Puis, en mai 1965, ses médecins ont décidé qu'il n'y avait plus rien qu'ils puissent pas faire. Elle a été taillée et elle a été admise à l'hôpital Mount Sinai le 26. À peine 12 jours plus tard, à 5 heures du matin, le 7 juin, elle est décédée dans son sommeil. Elle avait 43 ans. Il y a une coïncidence qui dérange encore les gens qui connaissent son histoire. Son dernier spectacle à Broadway, Hotspot, a débuté en avril 1963. Il a eu du mal dès le début et a fermé ses portes après 43 représentations. Elle avait 43 ans lorsqu'elle est décédée. Pour certains, cela ressemble à une étrange part de destin, un nombre qui a encadré à la fois son dernier moment à Broadway et sa dernière année de vie. Mais son histoire ne s'est pas éteinte. Des décennies plus tard, la pièce Off-Broadway Smart Blonde l'a ramenée sous les projecteurs. Andrea Burns est entrée dans son monde, recréant même les Olmsted Recording Studios, où Holiday et Mulligan avaient fait de la musique ensemble pendant sa maladie. La pièce a montré la femme intelligente derrière le numéro de blonde stupide, une personnalité qu'elle utilisait comme une armure, même lorsqu'elle était interrogée devant le Sénat pour des allégations de liens communistes. Les fans font maintenant des visites guidées de ces anciens quartiers new-yorkais, de Greenwich Village à Broadway, retraçant ses pas. En 2017, la productrice Jane Kirkwood a obtenu les droits sur son histoire, suscitant des rumeurs sur un film. Des enregistrements rares de 1964 ont refait surface, sa voix riche et claire, même si le cancer faisait des ravages.